Et en toute logique, il nous reste à aborder le quatrième et dernier sujet de cette journée avec la thématique de la quatrième table ronde pour faire ensemble un peu de prospective, aller plus loin encore en matière de prospective comme nous avons commencé à le faire et parler d'innovation, essentiellement d'innovation sur cette partie de la journée. Alors pour ce faire, je vais inviter à me rejoindre monsieur Frédéric Giouz, qui est responsable déchets et énergie au cabinet Merlin et président du syndicat national des bureaux d'études d'environnement. Monsieur Olivier Guérini, Business Development Executive chez Engie, son titre exact. Madame Oni Rabet Simamanga, qui est chargée de mission stratégie gaz de GRDF. Alexandre Raguet, président de Lumo, une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Monsieur Pierre Solermi, qui est président de Carbonex, qui produit entre autres du gaz de pyrolyse à partir de bois local, il nous expliquera ça. Et monsieur Jean-Christophe Viguier, responsable biocarburant à l'IFPEN. Merci, madame, messieurs, pour votre présence également. Et merci d'avoir bien voulu vous exprimer publiquement à l'occasion de ce colloque. Je vous laisse vous installer. Mettez-vous plutôt, vous êtes un petit peu moins nombreux, mettez-vous plutôt de ce côté-là. Cela vous permettra de faire un peu plus face au public. Alors certains d'entre vous se connaissent, d'autres moins, mais ça sera l'occasion. Je suis très heureux au passage, monsieur Le Picard, suite justement aux différents échanges qui ont eu lieu dans la table ronde précédente, que ce format de la transversalité des tables rondes contribue justement à décloisonner le dialogue. Et on sent bien qu'on n'a pas affaire là cet après-midi à une juxtaposition d'experts, mais on a bien des échanges qui démontrent, s'il fallait encore le faire, la complémentarité des différentes bioénergies. Alors, en complément des filières actuelles, certaines filières dites émergentes et innovantes permettront certainement à l'avenir de compléter le mix bioénergie. On a évoqué par exemple les CSR, les combustibles solides de récupération tout à l'heure. On a parlé déjà un petit peu ce matin, très rapidement, de ce qu'on appelle le power to gas, la pyrogazéification. C'est monsieur Solermi qui pourra nous en parler plus précisément sur l'aspect technique. Alors je vous propose un tour d'horizon de ces perspectives et de ce que nous pouvons attendre de prochains développements qui seraient déjà en cours ou qui seraient dans les tuyaux ou dans les tiroirs. Alors, peut-être sur le même principe que pour les autres tables rondes, je vous propose de faire un état des lieux. Toujours cette fameuse photographie à J+2 ans par rapport au colloque précédent, pour ceux qui y auraient participé. Voilà, je vais vous proposer, monsieur Guérini, pour commencer, si vous le voulez bien, puis je vais répartir les micros, les uns et les autres, de faire un petit peu cet état des lieux. Où en sommes-nous? Quel point d'étape pouvons-nous faire en matière d'innovation pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Donc, je suis là pour représenter le département recherche et développement d'Engie. Écoutez, en tout cas, déjà une belle journée avec beaucoup de bonnes choses qui ont été évoquées, beaucoup d'envie, beaucoup de positivisme, d'optimisme sur ces filières. Donc, on va essayer de vous en apporter encore un peu plus en vous montrant un petit peu ce qu'on a un peu dans les cartons pour les quelques années qui vont venir, parce qu'on a des filières qui sont intéressantes, performantes sur le plan énergétique et environnemental, mais on a encore du travail à faire et on a déjà des résultats qui sont très positifs et des perspectives qui sont très très optimistes. Voilà, alors déjà sur les différentes formes de production d'énergie renouvelable à partir de biomasse, on a une multitude de technologies aujourd'hui qui existent sur le marché. On a la méthanisation, on a la combustion, on en a d'autres qui arrivent aujourd'hui qui s'appellent la pyrogazéification. Et avec ce panel de technologies supplémentaires, on va arriver potentiellement à pouvoir traiter quasiment toutes les biomasses qui sont présentes. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de méthanisation, on ne parle quasiment que de déchets humides. Donc des lisiers, ça peut être des fumiers, tout un tas de types de produits qui sont pour la plupart issus des déchets agricoles, mais on a beaucoup de déchets aussi industriels. Ces matières-là sont parfaitement traitées par la méthanisation. On sait que techniquement, c'est pas toujours très simple. Il y a encore des progrès scientifiques et techniques à faire. Donc là-dessus, on travaille énormément avec beaucoup de laboratoires français et étrangers pour essayer de mettre un peu plus d'intelligence dans tout ça. Voilà. Essayer de réduire les risques, essayer de réduire aussi les coûts d'investissement. Éviter de faire en sorte que chaque projet soit un petit peu un cas particulier, donc avec toujours une difficulté qui est quasiment égale, entre guillemets. Plus on en fait,
On aimerait bien effectivement que le gap d'entrée soit moins lourd sur ces projets-là. Donc on va essayer de mettre un peu plus d'intelligence là-dedans. Donc on a des travaux aujourd'hui sur des systèmes de pilotage intelligents qui viennent un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du méthaniseur, comment la biologie fonctionne, et c'est de l'appréhender, c'est d'anticiper. Il faut savoir que dans un méthaniseur, on a un temps de séjour très important de plusieurs semaines. Donc quand vous tournez un curseur, il faut plusieurs semaines avant de pouvoir voir la conséquence de cet effet-là. Une grande inertie. Voilà, une grande inertie, donc une difficulté à piloter un système. Dans une chaudière biomasse ou gaz, vous tournez un curseur, il faut quelques minutes à quelques heures maximum pour que l'effet soit visible. Donc si vous vous trompez, vous pouvez corriger. Par contre, sur un méthaniseur, c'est très compliqué. Vous subissez un petit peu l'arrivée de vos intrants, et donc il y a complexité à en suivre qui est assez lourde pour l'opérateur. Voilà, les opérateurs finissent par bien maîtriser leur sujet. Néanmoins, quand les intrants varient, quand les aléas de la production se font, il y a effectivement des erreurs qui peuvent arriver avec des pertes de production plusieurs semaines, plusieurs mois. Tout ça touche à la rentabilité des unités et complexifie le travail des opérateurs. Voilà, nous, on essaie de travailler avec nos partenaires et les laboratoires à simplifier cet aspect-là pour que les projets soient plus rentables, soient plus faciles, soient plus duplicables à réaliser. Donc là-dessus, il y a un énorme travail. Alors je tiens à le préciser, aujourd'hui même, l'ADEME faisait une journée sur l'innovation autour de la méthanisation à laquelle j'ai participé ce matin. Donc on est vraiment au cœur de ce sujet. L'ADEME a publié une feuille de route sur justement le biogaz et toutes les innovations qui peuvent être apportées. Et elle est très très longue comme le bras. Donc il y a beaucoup de volants, effectivement, de travaux potentiels qu'on peut apporter déjà sur ce premier sujet. Après, vous avez tout le volet de produits qui sont des déchets. On a parlé des CSR. J'imagine que mes collègues vont en parler également. On a la gestion du bois. Tous ces produits-là, aujourd'hui, sont traités par combustion pour faire de la chaleur et de l'électricité. Aujourd'hui, il y a un nouveau rang de technologies qui va bientôt apparaître et qui sont déjà pour la plupart sur le marché, qui sont de la thermogasification. Alors, on appelle aussi ça de la pyrogasification. Ce sont des traitements thermiques qui permettent de produire un gaz de synthèse à partir de cette biomasse. Est-ce que c'est le principe de ce qu'on appelait le gazogène en d'autres Exactement. C'est une combustion ménagère. Ça ne rappelle pas forcément de gros souvenirs. Non, tout à fait. Ce sont des vieilles recettes, effectivement, qui à l'époque étaient faites de manière très artisanale, dans le jardin ou alors dans des usines à gaz. Donc on avait toutes les échelles. Ça se faisait d'ailleurs à partir de charbon à l'époque. L'intérêt de ces systèmes-là, c'est de pouvoir dissocier la combustion qui va produire l'énergie, électricité ou chaleur, de la transformation de la matière. C'est-à-dire que plutôt que de transformer directement le solide en énergie, vous passez par une étape de gaz de synthèse, gaz. On est dans la chimie, il y a un processus. On est dans la chimie, on est vraiment dans la thermochimie. Et donc ce processus de conversion vous permet, d'une manière très simple, d'augmenter globalement vos rendements de production électrique. Quand vous produisez à partir de biomasse de l'électricité classiquement, vous êtes dans des rendements autour de 30%. En gasification, on peut gagner à peu près 10 points sur cet ensemble. Alors, si vous le permettez, je vais vous redonner la parole tout de suite après, puisque c'est un procédé justement que vous connaissez bien et qui a fait l'objet de développements récents. Vous avez même lancé, vous êtes en cours de démarrage d'un pilote, très concrètement, dont vous nous direz quelques mots. Mais pour en savoir plus sur la pyrogazéification, vous ne m'en voudrez pas, Monsieur Solermi, de dire que vous représentez un très vieux métier, en tout cas une technologie très ancienne que vous avez fait évoluer de manière très sensible en quelques années, finalement. Vous allez nous dire d'où vous venez et ce que vous faites aujourd'hui dans votre métier, donc de la maison Carbonex que vous présidez. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement un très vieux métier, mais notre technologie est complètement récente. Et le mot, je dirais, ce que je voudrais absolument dire aujourd'hui, c'est que le mot charbon de bois, qui a été banni au niveau dans tout un tas de vocabulaire, est finalement une énergie renouvelable. Alors il y a un petit film, je ne sais pas s'il va. Oui, alors vous nous avez amené quelques images qu'on va proposer à la régie de nous diffuser pendant que vous parlez, parce que c'est intéressant sur le plan, encore une fois, pédagogique ou de la connaissance, de comprendre un petit peu le procédé. Alors voilà, je vous laisse nous décrire un petit peu ce qui se passe, puisque c'est sur votre propre installation. Oui, alors ça, c'est une installation qui a été mise en 2012 et qui tourne depuis maintenant 5 ans. Avec à l'échelle industrielle, pour laquelle nous produisons du carbone, donc du charbon de bois tout simplement, et l'ensemble des gaz, on les voit ici, partent dans une chaudière à lit fluidisé, pour laquelle nous produisons de l'électricité et de la chaleur. Donc l'objectif numéro 1, ce n'est pas de faire de l'électricité, c'est de faire du carbone. Et l'électricité est un sous-produit de notre installation.
Alors l'intérêt du système, c'est qu'il est éprouvé industriellement, donc il tourne en continu H24. On a ici, donc on voit les réacteurs, donc chaque réacteur envoie ses gaz et sur le panier d'à côté du petit copain, et donc on tourne de manière continue pour produire du charbon de bois. Donc là on voit toute la partie carbone qui est faite et qui est analysée à travers un laboratoire. Donc l'important du système, c'est que aujourd'hui, nous, on a été conviés par la Fédération nationale du bois à travers notre syndicat des producteurs de charbon de bois, rendu célèbre dans les grosses têtes. Et j'en profite pour remercier mon épouse pour l'excellent film qu'elle a réalisé. Voilà. Merci. Vous avez raison. Et donc l'innovation, enfin moi ce que je voudrais surtout apporter, c'est que nous on est passé d'une entreprise qui était 100% importation, avec des ressources de carbone non renouvelables, ou en tout cas je dirais même des ressources qui étaient controversées. Et en quelques années, on est passé d'un modèle, je dirais controversé, à un modèle vertueux, avec 100% de production de carbone renouvelable. Et ça s'est pas fait par hasard, ça s'est fait grâce à l'innovation. Et essentiellement avec plusieurs facteurs, parce que l'innovation, c'est une pierre dans l'édifice, mais il y a un point extrêmement important, c'est qu'on a eu la chance d'être sélectionné dans le cadre du Grenelle de l'environnement à travers les Creux. Et le Creux, nous a donné cette opportunité aux petites PME de pouvoir développer et d'apporter des technologies et des solutions astucieuses. Donc on est en complémentaire avec les grands groupes qui, eux, ont effectivement des labos intégrés, etc. Nous, on est obligés de survivre avec des solutions astucieuses et peu onéreuses. Donc je reviens aux agriculteurs, on est un peu dans le même cas de figure. Donc on a très peu de moyens et on est obligé d'être astucieux. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est concernant l'origine. On a tous parlé de la biomasse. Et pour ça, on a besoin, et ça a été d'une grande aide, d'ONG. Parce que les ONG ont participé, continuent à être des points extrêmement actifs pour faire comprendre, communiquer et expliquer, parce qu'on a besoin de leur regard. Sans leur regard, on est complètement isolé du grand public. Et on a eu la chance d'être accompagné par TFT, qui est une ONG, qui a compris notre métier et qui est allé sur le terrain de manière à éclairer la grande distribution pour leur dire attention, il y a carbone renouvelable, il y a carbone fossile, il y a carbone renouvelable et il y a carbone non renouvelable. Et le consommateur n'est pas forcément alerté par ces problématiques. Donc même si on développe une technologie extrêmement performante en termes de rendement, en termes de récupération d'énergie, en termes de génération de chaleur, si on n'a pas un marché derrière qui est conscient, on ne pourra jamais mettre en place cette technologie. Donc, c'est pour vous l'argument principal, que celui de faire valoir, que vous devez faire valoir auprès du consommateur final de votre produit historique, en fait. Ah oui, parce que je le disais tout à l'heure, mais le charbon de bois est souvent perçu comme un produit non renouvelable. C'est un peu le même problème que tout à l'heure évoquaient les gens d'Avril en disant que le biocarburant, c'est un mot qui est pas bien. Or, il n'y a pas que le mot, il y a ce qu'il y a derrière. Et si la forêt est bien gérée, ce qui est le cas en France, si on a un haut rendement énergétique, on arrive à avoir un produit compétitif. Le charbon de bois est en frontal avec toutes les énergies carbone fossiles et non renouvelables. Et on arrive, grâce, je dirais, à cette technologie, à devenir compétitif. Alors évidemment, on a été accompagné par BPI, on est accompagné par des financiers, mais on a cet objectif qui est de rendre notre métier un métier co-responsable et durable. Merci, nous y reviendrons si vous le voulez bien. Alors, comme je vous redonne la parole, Monsieur Guerini, parce que je voulais faire cette parenthèse pour rappeler d'où pouvait venir cette technique de la pyrogazéification, de la thermogazéification, comme vous l'avez nommé. À une autre échelle, dites-nous de manière un petit peu plus précise ce qu'est votre pilote et les technologies que vous êtes en train de développer. Alors, merci, et puis, merci à Pierre pour cette belle introduction et puis cette belle réalisation sur le plan industriel. Donc, comme je le disais, la gazification, la pyrogazéification est une technologie qui va nous ouvrir un champ d'application extrêmement vaste.
sont des technologies anciennes, mais qu'on commence à bien maîtriser sur le plan industriel. On sort un peu de l'artisanat pour en faire vraiment une technologie industrielle. Les points faibles, c'est essentiellement des coûts d'investissement encore un petit peu élevés. Clairement, quand on compare, on a des rendements supérieurs. Aujourd'hui, on ne compense pas totalement les coûts d'investissement, concrètement. Et c'est là-dessus qu'on travaille fortement. Simplifier les opérations unitaires, durabiliser la technologie, la fiabiliser dans le temps. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire, avec des moyens de modélisation, de compréhension phénoménologique. On arrive à optimiser les choses. Alors, ce sont des petits pas, donc ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande des efforts. Aujourd'hui, on a des équipes vraiment passionnées, avec des experts chez nous et puis chez nos partenaires qui travaillent d'arrache-pied. Alors, on a fait ça dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Gaïa, c'est certainement celui-là dont vous voulez parler. Donc on va avoir le plaisir d'inaugurer cette installation à Lyon le 20 octobre prochain. Donc c'est une installation avec un projet qu'on a lancé en 2010. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'injection réseau de biométhane. On ne parlait pas beaucoup de gaz vert encore. Il y avait du biogaz déjà, mais on ne parlait pas du tout de produire du biométhane. Mais c'était déjà pour vous une piste Alors c'était prometteuse. déjà c'était un petit peu un projet visionnaire qu'on a réussi à faire passer à l'époque grâce à notre président Jean-François Cirelli, qui avait poussé cette initiative très fortement et puis qui a été soutenue après par toutes les directions successives et maintenant aujourd'hui par Isabelle Cocher. Et donc ce projet-là vise à produire du biométhane à partir de bois, à partir de CSR, à partir de déchets secs. Donc c'est une filière complémentaire à la méthanisation. On est vraiment sur un autre domaine technologique. Et tout le projet est centré sur l'optimisation de cette filière pour atteindre la compétitivité. C'est-à-dire atteindre des prix de production qui sont très proches de ceux du gaz naturel. Voilà, donc c'est un projet de leadership. Là, on travaille sur le parc technologique est essentiellement issu de technologies françaises. On a quelques technologies qui viennent aussi d'Autriche, mais on a travaillé avec un tissu de laboratoire, le CEA, l'ONF, le FCBA, avec des PME françaises, des startups qu'on a amenées avec nous. Donc c'est un très beau projet soutenu par l'ADEME. Et donc ça va nous permettre, d'ici 2020, de pouvoir embrayer sur des projets technologiques qui devraient amener à une nouvelle filière de production de gaz vert en France. Voilà, ma collègue de GRDF, j'imagine, va en dire 2 mots. Merci, Monsieur Guérini. Madame Rabet-Simamanga, justement, vous animez, vous aussi, au sein de GRDF, un autre projet innovant dont vous allez nous dire quelques mots, auquel contribue l'ADEME également, puisque vous êtes en partenariat sur ce projet. Je vous laisse nous le décrire. Là, on est un petit peu dans la découverte pour une grande partie de l'Assemblée. Il y a quelques experts qui connaissent déjà tout ça, mais c'est l'occasion, justement, de nous projeter un peu sur ce qui se prépare, ce qui est dans les tiroirs, dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. Alors du coup, moi je suis chez GRDF. L'innovation, je connais bien puisque dans une autre vie, je travaille aussi dans un centre de recherche et innovation. Et en fait, pour nous, c'est vraiment un moyen de pouvoir atteindre les objectifs. On n'oublie pas les objectifs de la PPE de 8 TWh en 2023. Et l'innovation est un des moyens d'y arriver. L'innovation technologique, technique, pour diminuer les coûts de production, pour améliorer les modes d'exploitation. J'aurais pu choisir de parler de briques technologiques, un peu comme plusieurs de mes collègues ici, comme parler par exemple du projet GRID, qui est un projet d'injection d'hydrogène dans le nord de la France. Et en fait, comme je n'arrivais pas à choisir entre les différentes filières, je me suis dit que j'allais parler d'une étude qu'on mène avec l'ADEME et GRT Gaz, qui prévoit de travailler à 2050. Quelles sont les conditions technico-économiques pour pouvoir atteindre 100% de gaz renouvelable dans les réseaux? Et donc pour ça, on va travailler sur l'ensemble des filières de gaz renouvelable, méthanisation, gazéification, power to gas, la filière algues aussi, et voir en fait quelles sont les conditions technico-économiques pour y arriver. On va rapprocher la partie intrant avec la partie consommation. Tout à l'heure, on discutait dans d'autres sessions sur le fait que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de NR. Et c'est vrai. Donc en fait, pour la première fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher les potentiels de production à l'échelle locale avec le réseau de gaz à l'échelle locale. Et l'idée, c'est de faire matcher tout ça pour voir comment, derrière, le réseau de gaz peut s'adapter au mieux, être encore plus ingénieux pour absorber tous ces gaz renouvelables. Voilà. Merci pour cette présentation. Si vous le souhaitez, vous pourrez revenir un peu plus en détail sur les différents axes sur lesquels vous travaillez par rapport à cette grande ambition, puisque vous venez de rappeler, ça consiste à évoquer 100% de gaz d'origine renouvelable en 2050. Donc, ce qui est vraiment, effectivement, particulièrement ambitieux. Mais
on comprendra peut-être mieux pourquoi et comment y arriver. Je vais passer la parole à monsieur Jouze et monsieur Viguier, successivement, mais dans l'ordre qui vous plaira, pour nous faire part de ce qui se passe chez vous, dans vos propres secteurs également, en termes d'innovation, en termes de prospective, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, voilà, pour attiser un petit peu la curiosité de notre auditoire et éventuellement vous poser des questions pour en savoir plus ultérieurement. Alors moi, je suis Frédéric Jouze, je suis responsable dans le domaine des déchets et de l'énergie au cabinet Merlin, et surtout je suis président du SN2E, qui est un syndicat de bureaux d'études et qui est adhérent de la FNAD. Notre sujet aujourd'hui, c'est les CSR. Alors c'est un sujet très opérationnel, alors ça peut être paraître par rapport aux sujets d'innovation qui ont été évoqués beaucoup plus terre à terre, parce que les CSR, ça existe, c'est développé, ça fonctionne tout autour de chez nous dans les pays européens, et on est en retard en France. Donc on peut parler d'innovation, mais en réalité notre ambition, nous, bureau d'études, c'est qu'à un horizon 5 ans, et le 5 ans, le top départ était donné en 2015, donc il ne nous reste plus que 3 ans, c'est qu'on ait des installations de production de CSR à partir de déchets qui sont actuellement en centre de stockage, et de production d'énergie à partir de ces CSR en substitution d'énergie fossile. Alors ces deux petites phrases, elles ne pèsent pas lourd, mais il y a une vraie ambition derrière ce projet-là. À l'instant où on parle, on a des installations de production de CSR, de fabrication à partir de déchets de CSR, mais ces CSR vont chez des cimentiers. On n'a pas encore de centrale CSR qui fonctionne sur des réseaux de chaleur, chez des industriels, et en substitution d'une énergie fossile. Alors on rêverait de substituer au charbon, au gaz, etc., ou au fioul encore, il en existe. Notre ambition, c'est d'arriver à les réaliser le plus vite possible. Donc, Muriel Olivier vous a fait un petit panorama sur le contexte réglementaire. Aujourd'hui, on est dans l'application. Donc l'innovation, c'est comment rendre applicable cette filière. Parce qu'aujourd'hui, on parle de filière, et ça me fait plaisir, parce que dans les bioénergies, eh ben, aujourd'hui, il y a 0 dans cette filière. Et demain, il faut qu'il y ait des mégawatts. Voilà. Et justement, à propos de puissance, à propos de potentiel énergétique, est-ce qu'on peut avoir des ordres de grandeur par rapport aux potentialités ? Alors, parce que le combustible, on l'a, il est dans nos décharges. Donc on est assis dessus. Et puis le besoin énergétique, on l'a aussi, puisqu'il faut réduire les consommations d'énergie fossile. Et donc, aujourd'hui, l'ambition, c'est 2 millions de tonnes de CSR. C'est 150 mégawatts électriques. Et puis, allez, ça sera une dizaine de projets thermiques qui viendront se substituer à une énergie fossile. Voilà ce que c'est. Ça, c'est l'objectif. Et cela à quelle échéance pour avoir une idée ? 2020. D'accord, très bien. Voilà. Merci pour cet éclairage, cette entrée en matière. Monsieur Viguier, responsable biocarburant à l'IFPEN, ça sera occasion aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas l'IFPEN, qui vient aussi historiquement de très loin, de nous rappeler votre vocation, quelles sont vos missions, et de nous dire effectivement où nous en sommes aujourd'hui en matière de biocarburant. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, on a parlé de ces fameuses successions des différentes générations, avec plus ou moins d'enthousiasme selon les unes, selon les autres, avec plus ou moins de freins au développement, de conditionnalité à leur développement. Je vous laisse nous dire un petit peu quelles sont les portes ou les fenêtres que vous entrevoyez pour le développement de cette bioénergie. Très bien. Alors, merci de me donner l'occasion de prendre la parole. L'enthousiasme, j'ai vu qu'il y en avait énormément autour de moi, donc je crois qu'il n'y a pas de sujet sur ça. Donc IFPEN est un EPIC, donc un établissement public créé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc avec plusieurs vocations, développer des technologies, avoir une école, transférer des connaissances. Donc c'est un institut historique. Et l'activité dans laquelle sont hébergés les développements des technologies de biocarburants, et la business unit Procédé. Alors la business unit Procédé, historiquement, elle a développé des technologies pour le raffinage pétrolier. Donc ça, c'est l'origine de cette business unit. Et ces technologies, ce n'est pas simplement des brevets ou de l'intelligence. Ce sont des applications industrielles. Et donc, comment l'IFP transfère ces développements au niveau du
du marché, c'est en général via ses filiales. Et par exemple, je peux citer Axens dans le domaine du raffinage pétrolier. Axens qui est le deuxième bailleur de licence au monde. Et donc aujourd'hui, dans les raffineries de pétrole, il y a, dans une raffinerie sur 2, il y a des technologies Axens. Donc c'est plutôt pas mal pour la France et c'est un résultat assez satisfaisant, notamment au niveau des emplois qui ont été créés sur le territoire, puisque les productions de catalyseurs se font en France à côté d'Alès. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de cette business unit. Et dans cette business unit, il y a déjà fort longtemps, des procédés de production de biocarburants de première génération ont été développés. Et ces procédés, on les trouve un peu partout dans le monde et chez certains des acteurs français que vous avez eu la chance aujourd'hui d'avoir autour de vous. Donc, mais l'IFP travaille, essaye de se projeter dans le futur, bien sûr. Et donc, dès le début des années 2000, l'IFP a décidé de travailler sur la deuxième génération, alors avec des activités assez classiques de laboratoire, essayer de comprendre les phénomènes, quelles étaient les voies, et finalement, rapidement, 2 grandes voies se sont dessinées. Une voie, on va dire, qui permet de conduire à la production d'un carburant pour le pool essence, de l'éthanol, donc éthanol deuxième génération, et une voie pour la production d'un carburant pour le pool distillat moyen, en l'occurrence le gazole moteur. Et là, c'est plutôt la voie thermochimique. Et je rejoins comme ça mes camarades à gauche qui ont parlé de gazéification. Donc cette voie-là, elle utilise aussi de la gazéification. Pas tout à fait les mêmes procédés que vous avez cités, mais enfin, c'est un des cœurs du procédé. Voilà. Donc l'histoire fait que traditionnellement, l'IFP développe ses procédés seul quand les développements seront, on va dire, des choses incrémentales et ne nécessitent pas des investissements importants lors du développement. Mais lorsque les enjeux de développement sont très forts parce qu'il y a du risque et qu'il faut passer par une étape de démonstration, l'IFP n'a pas les moyens de le faire seul et donc essaye de le faire en partenariat. Et sur la deuxième génération des biocarburants, sur les 2 voies dont je viens de parler, une voie biochimique pour aller vers l'éthanol, une voie thermochimique pour aller vers la voie gazole moteur, l'IFP a jugé qu'il était important de passer par une démonstration. Et pourquoi ? C'est finalement assez simple, c'est que la deuxième génération de biocarburants, ce sont des technologies quand même complexes. Et qui dit complexité va signifier des risques technologiques et deuxième chose, des investissements relativement importants pour les industriels. Et donc, pour rassurer l'industriel, il faut lui donner des garanties de performance sur les unités qu'il va acheter. Et la démonstration est dans bien des cas une étape indispensable. Donc nous le faisons pour des développements technologiques dans le secteur classique du raffinage pétrolier, mais là, il nous semblait indispensable de passer par ces étapes. Et pour cela, nous avons essayé de trouver des partenaires. Et donc 2 grands projets en France ont vu le jour à la fin des années 2010. Donc c'était 2008 pour le projet Futurol, dont vous avez déjà dû parler, je crois, il y a quelques années ici. Et donc l'IFPEN est impliqué depuis le début, donc en 2008, de la création de ce projet, entouré pour la R&D par l'INRA, ARD, le SAFRE, et par 7 autres partenaires industriels et financiers. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier et ils m'en voudraient. Mais bon, vous les trouvez sans problème sur le site du projet Futurol. Mais ce sont des acteurs importants et ce sont des acteurs français. Donc là, c'est un point clé. Pour le projet Beauty Fuel, les acteurs sont européens. C'est un projet qui a rassemblé Axens, IFP, Avril, Total, le CEA et ThyssenKrupp Industrial Solutions, donc un gros industriel allemand. Donc c'est un projet européen qui fédère donc de grands acteurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Parce que finalement, c'est votre question. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est ça qui est, ce qui est important sous-tendu, d'entendre. c'est effectivement, M. Guérini évoquait notamment l'approche de retour sur investissement que l'on voit se dessiner, etc. L'une des grandes problématiques dans ce type de recherche et développement, c'est effectivement ces facteurs clés de succès de la rentabilité à court, moyen ou long terme. Hein. Je ne sais pas où on en est par rapport à ça. Donc, ces projets sont des développements technologiques. Donc, on travaille d'abord sur la technologie, pas sur la filière. La rentabilité d'un projet, elle est pour une grande partie
déterminé par la technologie, mais pas seulement. Bien sûr, l'approvisionnement de biomasse va impacter sur le coût que l'on va avoir et sur la fiabilité de cet approvisionnement, la performance économique d'un projet industriel. Donc je ne peux pas m'exprimer sur cette partie-là qui ne fait pas partie de ces projets. Par contre, il est clair que ce sur quoi les chercheurs travaillent dans le cadre de ces projets, c'est comment réduire les CAPEX, et donc les investissements, et comment faire que ces unités soient fiables, c'est-à-dire qu'elles puissent tourner 8000 heures par an comme des unités de raffinage classiques. Et donc, effectivement, le facteur de marche, c'est aussi un facteur de succès primordial pour les unités industrielles. Et le monde de l'oil and gas est habitué à des facteurs de marche de 8000 heures par an. C'est très difficile sur des procédés qui mettent en œuvre de la biomasse, lignocellulosique. Donc ça, c'est un axe de travail fort de toutes nos équipes. Et c'est un des facteurs de succès. Voilà. Donc, où est-ce que ces projets en sont? Pour conclure rapidement sur cette première partie. Vous pourrez y revenir, n'hésitez pas. Futurol est un projet qui a démarré en 2008, qui a pris le temps nécessaire à son développement, mais qui s'est déroulé de façon assez continue, avec la création d'un pilote qui est une chaîne complète à petite échelle d'unités industrielles sur le site de Paumacle et d'un démonstrateur industriel pour la partie pré-traitement sur un site industriel de Tereos à Bussy-le-Long. Et donc les essais sur ce démonstrateur ont été conduits en 2016 et 2017. Et on va dire qu'aujourd'hui, le projet Futurol est plutôt à sa fin, est en train de se terminer et on est proche du marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que le marché est là. Aujourd'hui, il y a des appels d'offres pour les unités éthanol 2G qui sortent en Inde, chez des raffineurs indiens. Il y a des projets en Europe de l'Est. Il y a des unités industrielles qui ont été construites aux États-Unis. Bon, on peut discuter de la façon dont ces projets ont été développés. Néanmoins, il y a un marché qui est là. Le projet Biotifuel a démarré plus tard, puisqu'il a démarré plutôt en 2010. Et là, aujourd'hui, on est à la fin de la construction des unités de démonstration. 2 unités, une sur un site industriel d'Avril à Compiègne, pour la partie préparation de la charge par torréfaction, et toute la partie gazéification et synthèse de carburant sur le site de l'établissement des Flandres de Total à Dunkerque. Donc là, les essais vont démarrer. Voilà. Pour revenir à Futurol, dont vous parliez de l'intérêt qu'il pouvait susciter à l'étranger, donc c'est pour quelles raisons en particulier? Est-ce qu'il y a d'autres expérimentations de même nature ailleurs, ou justement est-ce que ça correspond à une demande qui n'a pas d'offre équivalente? Alors, attention, je dis le marché en général. Il y a une très grande concurrence. C'est pas ça. Quand même. Voilà. Les acteurs sont très nombreux. Je ne vais pas les citer. Charité bien ordonnée, bien commençant sûr, par soi-même. Mais ils sont très forts. Il y a une concurrence très forte. Et donc, le marché, ça va être une belle bagarre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les clients sont demandeurs de ces technologies. Et donc, pour quelles raisons? Il y a des raffineries de pétrole qui s'arrêtent, notamment en Europe de l'Est. Ces reconversions de sites, faire de l'éthanol deuxième génération, c'est une belle opportunité. Dans certains pays comme l'Inde, il y a des mandats très volontaristes de l'État indien qui a des cibles éthanol à 20% rapidement. Et donc, les raffineurs publics ont lancé des appels d'offres pour 6 unités éthanol 2G. Voilà, c'est ça la réalité autour de nous. Donc, il confirme l'existence de ce marché. Monsieur Raguet, pour terminer ce tour de table, vous avez créé, développé, vous présidez aujourd'hui une plateforme de financement qui non seulement est susceptible d'accompagner des projets innovants, mais qui est quelque part innovante en tant que telle, puisque c'est une plateforme de financement collaboratif qui va financer des projets d'énergie renouvelable. Pour celles qui nous intéressent en particulier sur la bioénergie, vous nous en direz un petit peu plus. Je vous laisse nous expliquer en quelques mots votre métier et nous dire en quoi il peut intéresser un certain nombre d'acteurs du secteur. Très bien. Donc mon métier, oui, c'est faire du financement participatif pour la transition énergétique. Pour l'instant, on n'a fait que du solaire, de l'hydro et de l'éolien. Mais on commence à avoir des vous intéressez également. On vient nous voir pour faire d'autres bioénergies. Notre métier est donc financement participatif. Il y a bien les 2 dimensions. On fait participer
en priorité les riverains qui veulent prendre part à la transition énergétique. On leur parle d'un bon projet d'infrastructure qui arrive près de chez eux. Il y en a qui ont l'épargne, qui veulent que cette épargne soit fléchée sur ce genre de projet. On est une solution. Il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure pour l'éolien, des problèmes d'acceptabilité, des projets qui ne sont pas bien perçus, des problèmes de communication. On est une plateforme Internet, on descend beaucoup d'informations. Les riverains peuvent venir regarder sur notre plateforme ce qui va se passer, est-ce que ça leur plaît ou pas, et de faire un j'aime avec un clic ou avec 25 €. Là, ce n'est pas du financement, c'est vraiment de la participation, et ça permet d'agréger toutes les voix qui sont pour ce projet contre quelques voix virulentes qui sont contre. On peut considérer que vous pouvez participer à travers votre métier justement à calmer un peu parfois les esprits et à militer pour un projet qui mérite une attention et qui peut être plus vertueux qu'apparemment. Tout à fait. L'attention, le financement, pour paraphraser le titre, c'est une bonne affaire pour tous, les bioénergies, et on est là pour le prouver. Alors, je vous en prie. Pourquoi c'est une innovation ? En fait, ce que fait l'UMO, ça fait des dizaines d'années qu'en Allemagne et au Danemark, les acteurs de la transition énergétique ont utilisé les mêmes mécanismes, sans notre différenciation qui est le numérique. Il y a 10-20 ans, ça se faisait par des coopératives. On faisait se rencontrer les riverains et on les faisait investir à travers une banque coopérative dans un véhicule qui allait prendre des parts dans un projet éolien. Au Danemark, c'est la loi, c'est le législateur qui imposait à un développeur éolien de proposer 20% du capital aux riverains. Pour impliquer, voilà. Et là, riverain, c'était 4,5 km. Ce qu'on amène, nous, le financement participatif, c'est le côté numérique. Donc, c'est à partir de 25 € et on peut investir le samedi matin à 7 h ou le mardi soir à 23 h. Il y a toute cette simplicité qui fait que ça donne un nouvel élan. Et là, financement participatif, c'est la statue de la liberté. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Là, c'est vraiment un nouvel essor. Et donc, on parle d'innovation. Donc, nous, on est vraiment une innovation d'usage par rapport au cas qu'on vient d'entendre. En revanche, on a été donc identifié par la BPI, on a été incubé par la BPI. Maintenant, on est incubé au niveau européen par Climate Kick. On est dans 2 projets de recherche européens. Donc, au début, c'était le financement participatif pour les énergies renouvelables. Et maintenant, les nouveaux projets de recherche, c'est sur l'efficacité énergétique, le tiers financement, tout sujet de financement. Voilà. Merci. Encore un dernier. Je vous en prie, bien sûr. Allez-y. Un dernier mot. L'État français s'est emparé de ce sujet, donc du niveau de Bercy, avec Fleur Pellerin puis Emmanuel Macron, qui ont ouvert ce nouveau métier. Et puis dans la loi sur la transition énergétique, il y a aussi une partie très importante qui maintenant, tant que les objectifs de 2020 ne sont pas atteints, l'État français peut faire des appels d'offres avec des incitations pour le financement participatif. Donc l'appel d'offres biomasse, ceux qui utilisaient une plateforme comme la nôtre pouvaient vendre leur électricité 5 € plus cher du mégawattheure pendant la période. Donc il y a une vraie incitation, un vrai intérêt. Alors justement, de ce genre pour nous permettre de mesurer un peu plus précisément cet engouement, je ne sais pas de quand date votre activité, est-ce qu'avec le recul, vous pouvez nous faire part un petit peu de l'évolution qu'elle a connue et comment est-ce que vous sentez les choses se développer ? Alors, l'UMO, on existe depuis 5 ans, on était les pionniers. En 2012, quand on s'est créé, la loi n'existait pas encore. Donc, les 2 premières années, on a travaillé à créer ce cadre. Et depuis fin 2014, donc, on a levé 4 millions d'euros. On a accompagné un peu plus de 35 projets. On a une base de 5000 personnes qui nous suivent. Avec ces incitations, surtout dans le solaire, c'est à peu près les 10 prochains milliards d'investissements dans les énergies renouvelables qui vont avoir ces incitations. Et donc la Caisse des dépôts par Ice4C a sorti une étude qui montre qu'il y aura à peu près 100 millions d'euros qui pourront être co-investis par les riverains dans ces projets. C'est 100 millions par an pendant les 5 prochaines années. Donc on va falloir se muscler pour monter d'un facteur 1 à un facteur 10. Ça peut paraître beaucoup. Nos voisins allemands, c'est 10 milliards sur 10 ans. Donc les Allemands ont investi 1 milliard d'euros dans la transition énergétique. Donc le potentiel, il y a encore de la marge. Est là, il y a de la marge.
Merci. Avant de nous tourner, merci Monsieur Raguet, avant de nous tourner vers la salle pour éventuellement vous adresser quelques questions ou entendre des compléments d'information en termes d'innovation, puisque cette table ronde est une table ouverte en quelque sorte. Madame Rabetsima-Manga, je reviens vers vous pour en savoir un petit peu plus par rapport à ce projet à échéance, enfin à horizon 2050 que vous conduisez avec GRDF et l'ADEME pour nous dire un petit peu. GRT Gaz. Pardon. Et GRT Gaz aussi. Et GRDF, pardonnez-moi. Et donc, pour nous en dire plus sur justement ce qui se présente à vous pour les années à venir. Donc du coup, le point nouveau, c'est de se dire on va caractériser les intrants, non pas à l'échelle nationale, comme on a vu beaucoup d'études sur le sujet, mais vraiment plutôt à l'échelle locale. On va caractériser tous les intrants, tous les acteurs concernés, pour bien comprendre à l'échelle locale et s'adresser après aux collectivités territoriales. Et en fait, donc ça c'est la première partie de l'étude qui va se terminer très prochainement. Et après, il y a toute une phase d'étude de modélisation sur le réseau, en fait, pour voir comment le réseau va absorber ces gaz verts. Et en fait, on va faire l'étude sur 4 départements en particulier, dont la Somme, il me semble. Et du coup, l'idée, en fait, c'est vraiment de voir si le réseau il est loin, si le réseau est difficilement accessible, si le réseau, il y a des consommations, s'il y a vraiment une attente de la part des consommateurs, voir comment on peut tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent consommer des gaz verts. Et la troisième partie, enfin, ce sera de travailler sur la partie modèle économique, parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans réfléchir à un coût maîtrisé. Et donc, en fait, c'est de se dire quels sont les modèles économiques qui seront applicables aux modifications du réseau, potentiellement, et donc après, voir comment les investissements vont se faire. Tous ces travaux, à chaque fois, ont un objectif, voir comment améliorer les filières gaz verts, et toujours à coût maîtrisé. Le coût ne peut pas se reporter systématiquement sur les mécanismes de soutien. On compte sur eux, bien sûr, mais là, on se projette à 2050, donc il faut être réaliste sur le sujet et donc voir comment, à coût maîtrisé, on peut faire ça. Monsieur de Montlivaud évoquait dans la table ronde précédente tout l'intérêt des dispositifs français pour tracer justement l'origine des gaz verts et la présence de gaz verts dans une offre, voire dans la possibilité d'acheter spécifiquement un gaz d'origine verte, on va dire, quel qu'il soit, parce qu'on a vu que les technologies ne sont pas prêtes de s'arrêter, elles continuent de se développer, de s'inventer ou de se réinventer pour ce qui concerne par exemple la thermogazéification. Est-ce qu'on a des indicateurs sur l'appétence que peuvent avoir les consommateurs dans la période qui vous intéresse par rapport au gaz vert, et si ces gaz sont susceptibles d'être valorisés ou de bénéficier d'un avantage de valorisation qui serait acceptable grâce à cette appétence? Alors en fait aujourd'hui les garanties d'origine permettent de tracer le biométhane jusqu'au consommateur. On le voit surtout dans tout ce qui est nouvelle offre des fournisseurs de gaz. On voit Enercop, on voit, je crois qu'il y a Engie aussi qui a lancé ses offres. Donc ce sera l'appétence des consommateurs est vraiment liée pour nous aux offres des fournisseurs de gaz. Il y a des collectivités qui ont fait le retour qu'ils aimeraient bien avoir des informations sur les consommations sur leur territoire. Donc aujourd'hui, c'est pas une des fonctionnalités du registre des garanties d'origine, mais ça pourrait l'être à terme. Merci pour ces précisions. Je me tourne vers la salle comme prévu pour vous proposer une première série d'interventions. Monsieur, on va vous passer le micro. Je suis très heureux également que ces échanges suscitent votre intérêt, votre curiosité sur les sujets que nous évoquons. On vous passe le micro sans tarder. Merci de lever la main pour... Voilà. Il y aura une autre question, si vous le voulez bien, ultérieurement, là-bas au fond de la salle, vers l'avant-dernier rang. Merci de lever la main, monsieur, en temps utile. Merci. Je voudrais revenir vers monsieur Olivier Guérini de Engie. J'ai peur d'avoir mal compris un échange parce que normalement, dans votre procédé, vous nous avez parlé de gaz de synthèse. Donc le gaz de synthèse, ce n'est pas du méthane. C'est bien l'association d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Et un peu plus tard, j'ai entendu parler de méthanisation. Donc est-ce que vous pouvez éloigner ce flou ou nous dire on ajoute une étape supplémentaire et on fait peut-être un procédé Sabatier ou je ne sais pas quoi et on fait du méthane? Merci.
On va faire un peu de sémantique là. Mais ça fait du bien de temps en temps. On est là pour parler R&D, donc il faut parler un petit peu technique. Alors absolument, on a une première étape qui est vraiment la pyrogasification, qui permet de convertir la biomasse en un gaz de synthèse. Et ensuite, on fait une méthanation catalytique. On convertit l'hydrogène avec le monoxyde de carbone ou parfois aussi avec le CO2, si on arrive à avoir suffisamment d'hydrogène pour en faire du méthane. Et ensuite, on met aux spécifications ce méthane, c'est-à-dire qu'on a toujours un mélange méthane-CO2, on sépare le méthane, on le concentre pour atteindre les spécifications réseau et faire plaisir à nos chers opérateurs de réseau. Voilà, donc c'est exactement comme en méthanisation, à part qu'on est sur 2 étapes, une étape de dégradation et une étape de synthèse chimique. Voilà. Et sur le procédé Gaïa, qui est présent donc à Lyon, dont on va faire l'inauguration le mois prochain, on est sur cette filière. Voilà. Et je tiens à dire en complément que c'est effectivement, comme monsieur le souligne, la méthanation était le procédé de Sabatier. C'est Paul Sabatier qui a découvert ça au siècle dernier, qui a eu le prix Nobel pour ça, donc un Français. Voilà. Et on entend bien chez Engie, avec tous nos partenaires en France et puis européens, que la France soit un leader sur cette filière-là. Voilà. On a raté un peu le tournant de la méthanisation. On essaie de rattraper aujourd'hui la course un petit peu à l'échelle européenne. Sur la 2G, la France a tous les atouts pour être un leader. Voilà. Technologiquement, mon collègue de l'IFP en parlait, on a des savoir-faire dans l'oil and gas pour le faire. On a des chercheurs extrêmement motivés, on a des laboratoires fantastiques, on a des équipes de jeunes ingénieurs et chercheurs qui sont prêts à industrialiser tout ça, qui sont impatients qu'on y arrive. Voilà, en plus, une histoire qui légitime encore une histoire qui est légitime. Moi, j'entends toujours un petit peu le pessimisme ambiant globalement en France. La France est un pays, c'est le pays des bioénergies. C'est un pays fantastique pour ça. On a des ressources, on a des ingénieurs, on a des grands groupes, on a des PME, on a des agriculteurs motivés. On n'a aucune raison pour échouer. Voilà. Et sur la pyrogasification, dernier mot, on a un club qui s'appelle le club pyrogasification. On a quelques représentants ici dans la salle et qui est là pour se coordonner. On a une multitude de PME, plus de 40 PME qui sont présentes, avec des grands groupes, avec des opérateurs de réseau qui discutent pour mettre en place les régulations, les tarifications de demain et faire émerger ces technologies. Donc là aussi, un tissu d'acteurs, des PME, des gens qui ont envie de réussir. Et je pense que c'est là où, à un moment donné, je reprends les propos de Pierre de Montlivaud, il faut à un moment se mettre autour de la table aussi et étudier ça en transparence avec les vrais atouts qu'on a autour de la table. Merci, M. Guérigny. Vous faites partie de ce club, j'imagine, Absolument. M. Solermi. Nous sommes adhérents. Merci. Voilà, une réponse d'expert à la question experte que vous venez de poser. Question suivante. Vous avez levé la main là-bas, on va vous passer le micro. Et ensuite, monsieur qui vient de lever la main de nouveau ici. Donc, on va vous passer le micro tout de suite après. Oui, bonjour. Franck Cavédician d'Athéna Conseil. Encore une question pour Monsieur Guérigny. Très sollicité, décidément. Oui. Pourriez-vous nous donner une idée du coût de production au mégawattheure de Gaïa? Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Pourriez-vous nous donner une idée du coût de production du gaz? Alors oui, bien sûr. Enfin, sur la première génération, on est sur des coûts entre 40 et 150 euros du mégawattheure. Sur la deuxième génération, on va essayer d'être un petit peu plus bas. Alors ça dépend beaucoup du prix auquel vous achetez la ressource. Si vous achetez du bois, vous allez le payer assez cher. Si vous prenez un CSR, ça sera un peu moins cher. Si vous avez carrément des déchets, alors là, on peut vous payer pour les traiter. Donc là, la marge varie énormément. Mais concrètement, on va essayer d'être dans des marges entre 60 et 90 euros du mégawattheure. C'est le coût cible qu'on se positionne pour les premiers démonstrateurs industriels commerciaux. Voilà. Alors pour information, puisque vous me posez la question sur le prix, il y a déjà des pays, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre, qui ont déjà mis en place des tarifs d'achat spécifiques sur cette filière, qui tournent autour de 90 euros du mégawattheure pour les premières unités. Donc ça veut dire qu'à l'issue des phases de R&D, qui sont aujourd'hui en train de se terminer, concrètement, on doit être capable de pouvoir construire des installations qui produisent à ce coût. Voilà, et l'idée, c'est de pouvoir descendre progressivement au fur et à mesure qu'on en fera sur ce coût-là. Là aussi, question précise, réponse précise. Merci, monsieur, pour votre question. Alors, on va vous passer le micro, monsieur. Merci de lever la main de nouveau, parce que je ne sais pas si la personne qui vous apporte le micro vous avez déjà repéré. Et puis, ça tombe bien, il y aura une autre question juste après, et derrière vous. Merci de vous présenter également, monsieur, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse vous situer. Oui, bonjour. Je suis à la direction entreprise du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai entendu parler d'une autre technologie. Alors, c'est peut-être pas tout à fait des bioénergies, mais ça y ressemble, avec un démonstrateur à Fos-sur-Mer pour produire de l'hydrogène par électrolyse et ensuite, d'après ce que j'ai compris, remettre du CO2 dedans pour produire du méthane. J'aurais été intéressé d'en savoir plus.
Il y a un projet en effet de Power to Gas dans la zone de Fos-sur-Mer. Donc c'est de la production d'hydrogène par électrolyse, il me semble, et après injection dans le réseau jusqu'à 6%. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous donner, pour les plus profanes d'entre nous, encore une fois, la définition exacte de Power to Gas, puisque ça peut avoir plusieurs significations. Est-ce que vous voulez vous y coller, Madame Alors dans Rabet, ce sens-là, ça signifie qu'on va prendre de l'électricité. Alors normalement, c'est de l'électricité excédentaire renouvelable du réseau qui ne peut pas être injectée ou stockée. Et on va la transformer en gaz pour qu'elle puisse être réutilisée. Donc elle peut être transformée soit en hydrogène, soit en méthane, selon la technique qui est utilisée. Merci, monsieur, pour cette remarque. Il y avait bien un lien, effectivement. Vous aviez raison de l'évoquer. On vous passe le micro, monsieur, qui venait de lever la main juste derrière. Merci de vous présenter, de nous faire part de votre question, nous dire à qui elle s'adresse, s'il vous plaît. C'est plutôt un complément. Donc, ouais. Paul Clément, directeur commercial Leroy Lotz. On est un acteur qui investit effectivement dans la combustion et gazéification de CSR. Donc il y a des projets qui vont démarrer bientôt. L'inauguration de Séché à Laval, qui a un 15 MW CSR qui démarre d'ici 10 jours et dont on a construit la chaudière. Donc le projet Jupiter 1000, on est aussi partenaire de ce projet-là pour la captation de CO2 dans des fumées sur la zone industrielle à côté. Et on a effectivement déjà un projet en CSR, du refus de pulpeur, qui peut s'apparenter à du CSR, qui tourne aujourd'hui en gazéification-combustion aux Pays-Bas. Et ensuite, effectivement, le développement de briques suivante est fait par la R&D chez nous, sur un démonstrateur qu'on a à Nantes, sur un pilote démonstrateur qu'on peut mettre à disposition pour faire des tests de combustion et de gazéification sur des lits fluidisés, circulants et modulants, avec une volonté d'avancer effectivement vers la gazéification dans un deuxième temps, sachant qu'il y a déjà un projet qui a été signé avec l'ADEME et avec Bonnefoy pour faire effectivement de la valorisation électrique à partir de bois B principalement dans ce cadre-là. Merci, monsieur, pour votre témoignage, pour cette intervention. Et j'en profite pour faire appel peut-être à d'autres témoignages qui iraient dans le même sens. C'est l'occasion d'illustrer par différents exemples les projets qui seraient là aussi dans les tuyaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres projets à partager ou à nous faire connaître, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous surveille toujours dans la salle. Merci, madame. Il me semble bien que j'avais vu d'autres mains se lever, mais je ne savais plus exactement dans quel secteur. On vous passe le micro immédiatement. Là aussi, je vous laisse vous présenter, nous faire part de votre question ou de votre témoignage. Juliette Talpin, Journal des énergies renouvelables. Ma question est pour Pierre Soler-Hermy. Comment fonctionne votre installation? Donc, je crois qu'il y a une cogénération et à quoi sert la chaleur et l'électricité? D'accord. Alors... Bonne question, hein, Très bonne question. Parce qu'effectivement, on a eu, grâce à vos images, avec la contribution de votre épouse, on l'aura compris, un certain nombre d'explications sur le procédé, mais effectivement, tout ça a une finalité, j'imagine, comme vient de le demander madame. Tout à fait. Alors déjà, la base de la carbonisation, c'est-à-dire qu'on prend du bois, donc du carbone, qui contient des goudrons, des fumées, des COV, etc., etc. Et nous, l'objectif, c'est monter en température pour évacuer l'ensemble de ces fumées et garder que le carbone pur. Donc il y a un objectif alimentaire, le barbecue, comme tout le monde l'a compris. Et ces fumées, qui représentent à peu près 30% de l'énergie contenue dans le bois, les 70% d'énergie sont convertis en carbone. On verra après s'il y a des questions sur l'application du carbone autre qu'alimentaire. Ensuite, ces fumées, donc ces 30% d'énergie, nous les prenons, nous les injectons dans une chaudière à lit fluidisé, et cette chaudière crée de la vapeur, tout simplement, et cette vapeur, on l'utilise dans une turbine. Et une fois que l'on a turbiné, on récupère la chaleur de la chaudière et la chaleur de refroidissement pour sécher notre bois. Mais on a encore un excès d'énergie, parce qu'il faut savoir que dans le bois, il y a énormément d'énergie, donc cet excès d'énergie, on l'utilise pour récupérer et agglomérer nos briquettes, ce qu'on fait également des briquettes de charbon de bois. C'est-à-dire tout, rien ne se perd, tous les petits morceaux de charbon de bois, nous les récupérons et nous les agglomérons. Et pour ceci, nous avions besoin de gaz liquéfié de pétrole. Donc on utilisait à peu près un camion de 25 tonnes tous les 15 jours. Aujourd'hui, on n'en utilise plus du tout. Donc l'ensemble de cette énergie provient de cette cogénération.
et on chauffe également des locaux. On sèche évidemment l'ensemble de notre bois pour la carbonisation, et ce qui permet d'avoir une économie complètement circulaire, où la valorisation est faite en local, donc c'est le local qui l'utilise, à travers l'électricité et la chaleur. Et on a également toute la partie biomasse qui est récoltée, pris localement. Ah, vous avez pris le parti d'utiliser le maximum de l'énergie disponible pour vos propres besoins, pour vos propres usages. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que le gaz que vous produisez soit commercialisable ? Alors aujourd'hui, techniquement, on n'a pas la solution. C'est clair, on n'a pas la solution pour le mettre dans un réseau. Il est extrêmement chargé de goudron, d'acide, etc. Donc c'est très compliqué. En revanche, à l'intérieur, il y a énormément il y a des pépites en termes de molécules, en termes d'acide. En fait, on peut retrouver tout ce qu'il y a dans le pétrole, on l'a. Il faut aller le chercher. Ça demande de la R&D, ça demande des investissements, des budgets. Nous, PME de 50 personnes, on a du mal à aller plus loin. En revanche, on est extrêmement appliqué, extrêmement direct dans nos investissements. On a une équipe d'ingénieurs qui travaillent, qui est extrêmement motivée, qui a tout un tas de solutions, et ils ont, je dirais, les cartes blanches pour avancer sur ce type de thème. Et je voulais vous dire également sur la partie purification et massification de l'énergie. Le bois, on est à peu près à 2,5 mégawatts par tonne, le bois brut, à peu près. Le bois que l'on utilise pour nos cheminées, qui a été séché, etc., on est aux alentours des 4. Le pellet, on est aux alentours des 4,5. Le bois torréfié, on est aux alentours des 6,5. Et le carbone, le charbon de bois, je dis carbone parce que c'est plus... Là aussi, ça passe mieux, je dirais. Mais le carbone renouvelable, là, on est sur une puissance de 8,5 à 9. Donc on voit qu'on a une massification de l'énergie qui est quasiment au maximum par rapport à la biomasse. Concentration extrême. Ça nous laisse penser d'ailleurs qu'à votre échelle, vous formez une sorte de pilote aussi quelque part à travers les différentes technologies que vous avez mises en œuvre et les différents développements dans lesquels vous avez investi en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on est sur une filiale qui est majoritairement d'importation. Et notre défi avec nos acteurs qui sont ici, on a des producteurs qui sont ici dans cette salle, notre objectif, c'est de renverser les 80% d'importation parce qu'on a la biomasse, parce qu'on a les marchés, parce qu'on a la creux, et il y a du bois ici, on l'a vu ce matin, et on est capable de mobiliser des quantités importantes. Alors évidemment, c'est le barbecue, donc ça représente à peu près l'ensemble de la consommation barbecue France, représenterait l'équivalent d'un Gardanne, si on revient à la référence Gardanne. D'accord, qui nous aura servi décidément d'étalon aujourd'hui à plusieurs reprises. Monsieur Rialan, vous levez la main, je vais vous passer un micro pour vous permettre d'intervenir directement. Ça y est, on vous le passe immédiatement. Oui, c'était plutôt pour réagir par rapport à l'intervention de Jean-Christophe Viguier, qui est peut-être un petit peu optimiste, parce qu'à l'écouter, on a l'impression que la deuxième génération en éthanol sera prête demain matin. Je voulais dire trois choses. La première, c'est que le procédé, vous l'avez dit, il est complexe. Il y a des unités de démonstration, des prototypes qui existent dans le monde qui fonctionnent depuis 3, 4, 5 ans. Dans le meilleur des cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'ils fonctionnent à 10 ou 15% de leur nominal, donc c'est extrêmement bas. Donc on voit que la maturation est lente. Le deuxième aspect, et vous l'avez évoqué aussi, mais en disant que vous n'alliez pas en parler directement, c'est l'approvisionnement en biomasse. Et là, on touche un point dur. D'une part, en termes logistiques, approvisionnement. Aujourd'hui, une distillerie en France première génération, moyenne, elle fait 2,5 millions, 3 millions d'hectolitres par an. Pour la deuxième génération, on parle plutôt de modules d'1 million d'hectolitres, donc entre 2 et 3 fois plus petits. Et pour approvisionner en biomasse une telle distillerie, il faudrait, pour garder la même unité, un demi-Gardanne. Donc on voit que ça, si on veut un bassin d'approvisionnement proche, 30, 40, 50 km de rayon, ça va être compliqué de mobiliser toute cette biomasse. Le deuxième élément, c'est à quel prix on va l'avoir, parce que la biomasse lignocellulosique, même si c'est du déchet, du résidu, c'est pas gratuit pour autant. Et le troisième point, et là j'en reviens plus au contexte européen, c'est qui va investir.
Et naturellement, les premiers opérateurs qui pourraient le faire sont les acteurs de la première génération, qui, à ma connaissance, n'en ont aujourd'hui aucune envie, compte tenu des tergiversations, des atermoiements que la politique européenne en matière des biocarburants a connus. Donc, je voulais un petit peu relativiser la conclusion où on disait ça y est, tout est prêt. Voilà. Vous souhaitiez tempérer ces propos. Monsieur Viguier. Merci. Forcément, on peut avoir des points de vue différents, hein, et c'est pas interdit. Nous sommes là pour ça, pour le prouver. Avec Nicolas, on échange régulièrement, donc je maintiens deux choses. Le marché est là, effectivement, il y a des investissements. Je rejoins Nicolas sur un point essentiel. Pour l'Europe, c'est la réglementation, mais je crois que ça avait été déjà largement abordé, donc je ne me suis pas permis d'intervenir sur ce point-là. Mais pour faire des investissements, il faut de la clarté, de la stabilité. Donc ça, c'est indiscutable. Je n'opposerai jamais première et deuxième génération, ce sont des choses complémentaires, et ça, l'Europe doit aller dans ce sens, et c'est effectivement pas ce que l'on voit dans le texte qui est proposé actuellement en discussion. Bon. Par contre, pour les technologies, je rejoins Nicolas sur un point qui est que certaines des technologies, notamment aux États-Unis ou au Brésil, ont des problèmes opératoires que tout le monde connaît, mais je crois qu'il faut donner une explication technique à ça. Et j'ai précisément essayé de développer mon argumentaire en expliquant que notre expérience dans l'oil and gas faisait que un développement d'une technologie nouvelle en rupture, ça passait par plusieurs étapes dont il est difficile de s'affranchir, malgré les outils hyper sophistiqués de modélisation dont on dispose aujourd'hui, dont on ne disposait pas ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'oil and gas. J'ai vu évoluer les outils de façon considérable, mais certaines étapes, on ne peut pas les rater. Et la démonstration, c'est une étape clé quand on fait une technologie en rupture. Certains, aux États-Unis et au Brésil, ont pensé que la deuxième génération, ce n'était jamais qu'une toute petite modif de la première génération. Ils sont allés faire des unités directement industrielles, sans passer par l'étape de démonstration. Effectivement, ils s'en mordent les doigts. Ils sont cassés les dents. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas la stratégie qu'en France nous avons choisie. Et le projet Futurol, comme le projet Biotifuel, sont des projets soutenus par l'État français. BPI France pour Futurol, l'ADEME pour Biotifuel. J'avais oublié de les citer, donc il était important que je corrige cette erreur. Et bien sûr, ces démonstrations sont essentielles et elles permettent justement de lever les risques industriels pour donner des garanties aux clients. C'était le sens de ma démonstration. Ce qu'ont fait d'autres acteurs, je vais en citer un puisqu'on va dans le spécifique, Clariant en l'occurrence, qui a fait une annonce il y a 2 jours avec la signature en Europe d'une unité industrielle éthanol 2G. Voilà, ça c'est la réalité. Et aujourd'hui, pour ce qui est du biodiesel deuxième génération, les acteurs industriels sont aussi en train de porter des projets. Regardez Kaidi en Finlande, un projet de 200 000 tonnes par an de biodiesel et biojet. Ça veut dire mobiliser 1 million de tonnes par an de bois. Mais mobiliser 1 million de tonnes par an de bois pour un papetier, c'est pas un problème. On sait faire. Donc, des gens savent faire. Faut être clair. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les outils qui pourraient ressortir de ces pilotes, de ces projets de développement, peuvent s'adapter à des environnements assez divers et variés. Mais il y a pour vous, de toute façon, des débouchés à vos yeux qui vous paraissent évidents. Tout à fait. Et quand on revient aux investisseurs, on s'aperçoit, Nicolas a insisté sur le fait que les investisseurs naturels étaient ceux de la première génération. J'adhère effectivement à ça, mais à mon avis, pas seulement. Et d'ailleurs, les investisseurs que l'on voit actuellement en Inde, ce sont des raffineurs. Les investisseurs que l'on voit en Europe de l'Est, ce sont des raffineurs. Donc, il y a un monde qui s'ouvre. Et tout ça, c'est la complémentarité. Et je n'opposerai jamais ces acteurs. Et en fait, on est aujourd'hui dans un monde où le carburant que nous avons tous dans nos réservoirs est très complexe. Il y a 20 ans, dans une raffinerie, il y avait 1 brut qui était traité, 2 bruts, 3 bruts maximum. Aujourd'hui, une raffinerie, c'est plein de bruts qui sont traités. Et dans notre réservoir, on a le résultat de ces bruts, plus des biocarburants de première génération, plus des carburants de synthèse qui viennent du Qatar ou autre. Et j'espère qu'on aura, en France, des biocarburants de deuxième génération. Merci, Monsieur Viguier, pour ce, on ne va pas dire contre-argumentaire, mais Monsieur Guérini, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Merci, je voulais juste réagir à vos propos, monsieur. Pour le gaz, la deuxième génération, elle est là aujourd'hui.
Aujourd'hui, voilà, alors effectivement, sur les biocarburants liquides, il y a peut-être besoin encore d'un peu de temps, même si je rejoins les propos de Jean-Christophe sur le fait que la recherche avance et que les coûts baissent. Sur la 2G pour le biométhane, c'est aujourd'hui une réalité. Si vous voulez aller voir une unité industrielle, vous allez dans la ville de Göteborg, c'est une unité qui fait 20 MW de biométhane. Elle injecte 2000 mètres cubes de biométhane dans le réseau de Suidegas à 34 bars. Ça fonctionne aujourd'hui. Alors, sur le gaz, on a un petit peu moins de problèmes d'échelle. On peut faire des unités de taille intermédiaire. C'est pas tout petit, mais c'est pas non plus très gros. Ça représente 150 000 tonnes de bois. C'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui en cogénération sans aucun problème. Donc, c'est des modèles qui sont duplicables. Aujourd'hui, donc, une réalité industrielle, des projets en Pologne, un projet en Allemagne, un projet aujourd'hui aux Pays-Bas, plusieurs projets en UK. La question, voilà, aujourd'hui en France, on a le projet Gaïa qui est un peu une première technologique et qui va enchaîner ensuite sur la suite. Donc, on est aujourd'hui au démarrage d'une nouvelle filière industrielle. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut en discuter utilement. Merci, M. Guérini. Oui, merci de me donner la parole. C'est toujours à propos de cette deuxième génération, et je suis là en tant que France Miscanthus, qui est une des matières premières qui est étudiée dans le cadre de Futurol, bien évidemment. Et en fin de compte, ce qu'on constate, c'est que pour les producteurs de Miscanthus, il est clair qu'il faut qu'ils aient une rémunération. Et actuellement, le modèle économique fait que du fait, et on en revient à ce qu'on disait ce matin et qui est quand même constant, compte tenu du prix du pétrole actuellement, on n'est pas capable de rémunérer la matière première, que ce soit la paille demain ou que ce soit après-demain le miscanthus. Donc on a un véritable problème d'équation économique où effectivement, je pense que M. Viguier a raison, techniquement, on va finir par savoir faire. Et encore que passer d'un pilote à un stade industriel, comme vous le disiez, est quand même très c'est un grand pas. Mais encore une fois, le problème, c'est la matière première et le prix du pétrole. Et actuellement, malheureusement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et quand on veut nous donner des objectifs de deuxième génération à des horizons 2020-2025, c'est juste pas possible. Je parle pas de 2030, 2040, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc ça, je vous rejoins quand on dit il faut pas opposer les deux générations, la première et la deuxième. Bien évidemment, c'est ceux qui sont dans la première qui investissent actuellement dans la deuxième. Les opérateurs investisseurs que vous avez pas nommés tout à l'heure, ce sont justement des industriels du sucre, des amidonniers, etc. Donc on les retrouve là. Donc on n'est pas là en train de dire il faut continuer la première génération. On a investi des dizaines de millions d'euros. Donc on dit simplement que le pas de temps n'est pas celui que la réglementation communautaire voudrait nous mettre, et en plus avec des à-coups de taux d'incorporation qui sont absolument impossibles à soutenir en termes d'investissement. Voilà. C'est un petit peu l'exercice habituel auquel on est amené à se prêter, mais est-ce que vous avez, dans votre environnement professionnel, fait des simulations par rapport au seuil, je dirais, de rentabilité, par rapport au coût des énergies fossiles? Oui, je crois que le seuil, on le connaît, mais M. Viguier pourra en parler beaucoup mieux que moi. J'ai participé pendant de nombreuses années au comité stratégique de Futurol en tant que directeur de la Confédération générale des planteurs de betteraves. On savait qu'à 80-100 $, ça commence à être intéressant. Et on est parti justement sur ces bases-là quand on était dans les années 2007, quand on a commencé sur ce projet. Donc voilà, il y a quand même un gros écart, quoi. Enfin, on n'est pas à ces prix-là actuellement. Et pour combien de temps, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour on y sera. Mais au moins on sera prêt techniquement. C'est ce qu'on pourra dire. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Merci pour ces remarques. Je me tourne une dernière fois vers la salle. Encore des questions. Alors, madame, de nouveau, si vous voulez bien, puis on passera la parole ensuite à monsieur le journaliste. Merci, madame. Merci. Est-ce que dans ces projets Futurol, Biotifuel, est-ce que la classe B, enfin le bois adjuvanté, est testé? Puisqu'apparemment, on en a un gisement important qu'on a du mal à écouler. Et du coup, j'en profite pour demander à monsieur Soler-Mi si le bois que vous brûlez, c'est de la classe B, puisqu'apparemment, il y a l'air d'avoir des COV, des goudrons, des tas de trucs dedans. Donc, vous, apparemment, vous savez faire avec des bois adjuvantés. Alors effectivement, le procédé l'accepterait. En revanche, nous, pour la question alimentaire, nous n'utilisons que du bois issu de forêt, française d'ailleurs. Par contre, le process, on a déjà été amené à en tester à l'échelle labo, et le CSR et les bois B, même C, pourraient être utilisés. Mais là, leur application serait plutôt industrielle, notamment la fabrication
de carbone renouvelable pour les panneaux photovoltaïques, donc la partie silicium, qui aujourd'hui consomme du carbone fossile, 100% quasiment. Il n'y a que quelques acteurs qui utilisent du carbone renouvelable. Mais ça, c'est un débouché qui serait extraordinaire, c'est-à-dire utiliser les déchets, les transformer en carbone et les incorporer dans les panneaux photovoltaïques. Ça, il y a des sociétés qui travaillent, avec lesquelles nous coopérons. Il y a aussi toute la partie réducteur pour faire de l'acier, de l'inox, qui seraient également des applications pour les CSR et d'autres bois de classe B. Donc oui, très bonne question. Merci Monsieur Solermi, merci pour cette question. J'imagine qu'on peut se réjouir au CSR d'entendre autant d'exemples aujourd'hui de complémentarité, de proximité entre les différentes bioénergies ou énergies renouvelables entre elles. Merci monsieur, on va vous proposer une dernière question parce que j'avais une question en guise de conclusion à demander à nos intervenants tout de suite après vous. Je vous prie de m'excuser, je me renomme donc Jean-José Vaneg du magazine ENR Développement Durable. Ma question était tout pour monsieur Viguier ou pour monsieur Guérini. On a eu un balayage d'innovation, de technologie, et donc dans la transformation du bois, parmi les différents procédés, on n'a pas parlé de la liquéfaction, sachant qu'effectivement, l'une des filières aussi, c'est de produire des huiles qui peuvent être utilisées comme combustible. Est-ce que ça veut dire que dans cette filière-là, il n'y a plus rien à faire, ou au contraire, il y a encore des choses qui apparaissent, mais plus tard? Alors c'est du liquide, je vais laisser mon collègue de l'IFP. Merci Monsieur Viguier. Oui, donc nous, c'est quand même les voies carburants qui sont notre moteur principal. Et on a travaillé sur ce sujet avec différents partenaires qui ont subi des échecs, puisque c'était réparti là aussi les tâches. Nous, on était plutôt sur la partie aval et eux sur la partie amont. Et ces partenaires ont eu des difficultés, ne sont pas allés au bout. Donc aujourd'hui, on n'a pas une activité forte sur ce sujet. Et pour ce qui est de l'application combustion, je ne serais pas bien placé pour vous éclairer. À ce propos, vous avez évoqué très rapidement je crois que c'est vous qui parliez de ça par rapport à la Finlande, des carburants avions. Est-ce que c'est une piste, sans jeu de mots, particulière de développement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser pour, notamment, parce que me semble-t-il, dans le buzz ambiant, il y a une grosse communication qui est faite par le transport aérien sur cette question. Oui, alors, comme je l'ai dit, et j'espère que c'est clair pour tout le monde, pour moi, le monde devant nous, c'est un mélange, c'est un mix, c'est de la complexité. Complexité dans nos réservoirs, complexité des solutions de mobilité. Et là aussi, je n'oppose pas davantage première et deuxième génération de biocarburants que je n'oppose véhicules électriques et véhicules à moteur à combustion. Et donc, aujourd'hui, notre volonté, c'est de développer des technologies pour produire ces biocarburants de deuxième génération. Pour la mobilité terrestre, on a différentes solutions qui sont proposées. Pour l'aérien, très sincèrement, décarboner le transport aérien, c'est pas très facile. Et là, effectivement, les biocarburants de deuxième génération sont une vraie solution. Donc, technologiquement, Biotifuel, c'est très facile de produire soit du gazole moteur, soit du jet. C'est un réglage du procédé final qui s'appelle une hydroisomérisation, pour être précis. Maintenant, la difficulté avec le jet va être son statut mondial. C'est un carburant qui est partout dans le monde le même, parce que qu'on atterrisse en Russie, en France, en Afrique, extrêmement normé. Oui. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier point. Donc, c'est un carburant qui est en fait un carburant qui n'est pas extrêmement noble en termes de composition. Et deuxième chose, c'est un carburant qui n'est pas taxé. Ce qui veut dire que les leviers fiscaux pour aller inclure des carburants alternatifs dans ce jet n'existent pas réellement. Donc aujourd'hui, le transport aérien, pour se décarboner, il n'a pas tellement de solutions, mais les leviers réglementaires et fiscaux sont forcément un petit peu plus complexes que ce que l'on a sur du carburant routier. Techniquement, c'est possible, mais politiquement, voilà. c'est plus difficile. C'est un autre enjeu. Merci pour cette réponse à cette question, encore une fois assez experte. J'espère que les uns et les autres auraient pu justement partager, progresser dans nos niveaux de connaissances respectifs sur les différents sujets à l'occasion de cette table ronde consacrée à l'innovation. Moi, Monsieur Guérini, je vais encore vous solliciter une dernière fois si vous le voulez bien. Vous avez évoqué votre projet Gaïa tout à l'heure, donc qui est en cours de démarrage, que vous allez bientôt inaugurer. Et donc, je crois savoir que vous y avez invité notre nouveau ministre de la Transition écologique. La question qui se pose, c'est de savoir quel accueil il a fait à cette présentation
représentation et qu'est-ce qu'en termes de prospective, on peut imaginer de la part du nouveau ministre et puis peut-être de l'ensemble des acteurs de l'administration qui peuvent s'intéresser à votre projet. Alors, merci d'avoir posé la question. On l'a invité, donc le ministre Nicolas Hulot, sur notre plateforme fin juin. On l'a reçu pendant à peu près 1h30, ce qui est déjà très bien. On a eu l'occasion de lui faire visiter le process. On lui a fait découvrir, lui et son équipe, il y a beaucoup d'élus aussi qui l'entouraient, la technologie, voilà, l'excellence française qui est derrière tout ça, avec... On l'a bien expliqué qu'à travers ce type de projets, qui sont des projets vraiment leaders, on entraîne avec nous tout un écosystème de start-up, de PME, de laboratoires, avec de la propriété intellectuelle, des brevets, des technologies. Il a bien compris l'enjeu, il a été particulièrement intéressé par la compétitivité de ces technologies, à quel moment, si elles étaient soutenues, elles pourraient devenir rentables et équilibrées sans avoir besoin de subventions. On a fait face vraiment à ce type de questions, des questions à la fois techniques sur comment ça marche. Donc là, on en a vu aujourd'hui un petit peu un aperçu. Et puis derrière, c'est les mécanismes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire derrière pour construire des vraies filières avec de l'emploi local, mais pas seulement de l'emploi en manutention sur la biomasse, mais de l'emploi des ingénieurs qui fabriquent les technologies, qui les conçoivent, qui les développent, qui les améliorent et qui les exportent. Voilà, on lui a donné un petit peu ce que nous on avait en tête, quel était le rôle d'un grand groupe comme celui d'Engie, c'était de prendre la main un petit peu sur ce développement-là, voilà, de miser un petit peu au départ, de risquer financièrement parce que ça coûte cher. Enfin, on a injecté dans ce programme près de 60 millions d'euros et aujourd'hui, faut être clair, on n'a pas de tarif d'achat en France pour le faire. Donc ça, c'est la réalité. Donc on prend des risques, on a pris des risques, nos partenaires ont pris des risques. L'ADEME nous a accompagnés et a pris des risques également, puisqu'on a une subvention assez importante pour nous aider dans le cadre de ce programme. Et aujourd'hui, il faut que le gouvernement français, l'État français se pose des bonnes questions. Est-ce que les premières unités se feront en France ou se feront ailleurs? Donc on lui a mis le marché entre les mains et on travaille aujourd'hui avec ses équipes très activement pour regarder comment industrialiser cette filière-là. Voilà, donc un accueil très positif, beaucoup d'écoute, beaucoup d'intelligence aussi industrielle derrière. On a été très positivement surpris de la conception qu'il peut avoir derrière, qui n'est pas du tout une conception purement écologiste. Au contraire, il y avait une vraie réflexion sur comment... Une approche globale. Une approche globale, comment les investissements qui sont faits aujourd'hui, les subventions, comment l'État et la collectivité pourra récupérer tout ça. Etc. Voilà. Quelque part, qu'est-ce que le territoire pourra récupérer derrière sur ces projets en termes de valeur ajoutée. Et on est bien là aujourd'hui. C'est la création d'emplois, c'est les taxes, c'est la valeur ajoutée qui est générée et le bénéfice, évidemment, environnemental de la technologie. Merci Monsieur Guérini. Avant de vous proposer de regagner la salle, je me tourne une dernière fois vers vous si quelqu'un souhaitait ajouter quelque chose à ce stade de notre table ronde. Oui, Monsieur Jouze, je vous laisse... je ne parlerai pas encore de mots de la fin, mais effectivement conclure en quelque sorte ou terminer cette table ronde par cette dernière intervention. Oui, peut-être revenir sur le sujet des CSR qui est venu directement ou indirectement sur plusieurs autres sujets technologiques. On est vraiment dans l'actualité, puisque demain, il y a le deuxième appel à projet. On parlait que les premières installations vont être inaugurées dans les prochains jours. On est en train de produire du CSR. Demain, on va le gazéifier, on va le brûler, on va produire de l'électricité. Aujourd'hui, sur le thème du CSR, on a une difficulté qu'on essaye de lever, c'est quelle est la partie biogénique, donc renouvelable, de l'énergie qui est produite à partir du CSR. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement, en mesurant, avec des technologies de carbone 14, ça a déjà été évoqué, pour voir quelle est la part d'énergie renouvelable. Parce que n'oublions pas que pour l'Europe, il n'y a que celle-ci qui compte. Et donc, on aura beau faire du CSR avec du plastique, ça ne comptera pas. Il faudra faire, si on veut que la part d'énergie qui soit reconnue, pour l'Europe, il n'y a que celle qui vient de la partie biogénique. Donc voilà, alors on revient à des choses assez basiques, assez fondamentales, c'est mesurer, compter, mais il faut en passer par là. Et c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Merci Monsieur Jouze pour cette précision. Je vous propose, comme pour les autres intervenants, de bien vouloir les applaudir pour avoir bien voulu répondre à vos questions et pour leur contribution. Merci Madame, Messieurs, de bien vouloir regagner la salle. Ce que je vais faire dans quelques instants, pour ce qui me concerne également, avant de laisser la place à Cyril Le Picard pour nous proposer quelques mots en guise de clôture de cette 6e édition du colloque consacré aux bioénergies.
Pour ma part, je voudrais vous remercier d'abord, Monsieur Picard, Monsieur Ball, pour votre sollicitation. Je voudrais remercier également tous les participants présents aujourd'hui pour l'excellente qualité des débats auxquels vous avez contribué, pour vos contributions justement, pour vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.